Le président de la République, Alassane Ouattara, a bouclé hier sa visite officielle en Corée du Sud, entamée depuis le 6 octobre dernier. Avant de quitter Séoul, le chef de l'État a rencontré la communauté ivoirienne vivant en Corée et le corps diplomatique africain accrédité dans le pays. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est aux États-Unis d'Amérique où il prend part aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Au menu de ces assemblées annuelles ouvertes ce vendredi, les perspectives économiques mondiales, la lutte contre la pauvreté. Et ce 10 octobre, c'est la journée mondiale de lutte contre la peine de mort. Selon Amnesty International, 778 personnes ont été exécutées dans le monde en 2013. La Chine reste en tête des pays en termes d'exécution. Et le prix Nobel de la paix a été attribué à l'Indien Satyarthi et à la Pakistanaise de 17 ans, Malala, pour sa campagne en faveur de la scolarisation des jeunes filles dans son pays. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal du RTI1 pour vous informer. Le président de la République a bouclé hier sa visite officielle en Corée du Sud, entamée depuis le 6 octobre dernier. Avant de quitter Séoul, le président Alassane Ouattara a rencontré la communauté ivoirienne vivant en Corée. Les échanges ont porté notamment sur les élections de 2015. Ces élections seront démocratiques et apaisées selon le président Alassane Ouattara, qui s'est aussi entretenu avec le corps diplomatique africain accrédité en Corée. On fait le point avec notre envoyé spécial, Abiba Dambélé Saoui. Les Ivoiriens de Corée, dont le nombre est estimé à une centaine de personnes, ont pris d'assaut la grande salle de Lotte Hotel à Séoul. Ils sont venus écouter le message du président de la République et présenter leurs doléances, qui se résument à l'accès aux logements sociaux, aux problèmes de dédouanement de leurs effets personnels et à l'établissement de partenariats avec des universités coréennes. Le président les a rassurés et informés que le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger avait pour mission de faciliter leurs démarches. Faisons le point de la situation sociopolitique et sanitaire en Côte d'Ivoire. Le président de la République a rassuré ses concitoyens sur le fait qu'aucun cas de virus Ebola n'avait été enregistré avant d'aborder des questions plus politiques, notamment le dialogue avec l'opposition et la présidentielle de 2015. Le plus important, c'est que nous soyons ensemble pour continuer de faire avancer le pays. Et pour cela, on a besoin de chacun de vous. Donc je voudrais vous dire que l'union des Ivoiriens est la chose qui me tient le plus à cœur. Et c'est pour cela que nous avons renforcé le dialogue politique avec l'opposition. Et ceci se déroule bien, malgré les apparences. Je dis aux gens, surtout ne croyez pas ce que vous lisez dans les journaux. Hein? Parce qu'en réalité, on se parle, on se voit. Et bon, il y a des frictions de temps en temps, ça c'est normal. Hein? Je suis confiant qu'en 2015, nous aurons des élections transparentes, démocratiques, et qu'il n'y aura pas de chaos, de problèmes que nous avons vécu en 2010. Et je voudrais aussi profiter de cette tribune pour saluer, comme vous le savez, l'acte fort posé par le président Ali Konan Bédié, le président du PDCI, qui à 1 an des élections a déjà manifesté donc sa volonté de soutenir ma candidature. Cela est un acte très Nous considérons que c'est une étape qui nous permettra de continuer notre travail sans interruption. Donc le président Bédié est un véritable homme d'État. Il a géré la Côte d'Ivoire. Il sait que les périodes d'élection peuvent être une perte de temps, une perte d'énergie pour ceux qui sont au gouvernement. Avec cette décision qu'il vient de prendre, nous continuons notre travail. 2014, 2015, jusqu'à 2 semaines des élections, on fera les élections, après on continuera. C'est vous dire que c'est un acte qui consolide donc la démocratie en Côte d'Ivoire, qui consolide la paix et qui permet au gouvernement de continuer de faire son travail dans de bonnes conditions. Alors, je voudrais profiter de cette tribune pour saluer encore ce geste et dire que bien évidemment tous les partis du RHDP devront se rencontrer pour donc formaliser ce soutien à ma candidature. Et je suis aussi confiant que d'autres partis seront aux élections, que ce soit
Donc les partis habituels, je ne voudrais pas citer de nom parce que je ne veux pas avoir de problème. Je crois que tous les partis viendront parce que c'est ça la démocratie. Si on refuse d'aller aux élections, en réalité à terme on n'existe plus. Parce qu'il faut que le peuple se prononce sur des personnes qui veulent avoir l'onction du peuple. Si on ne se présente pas, on se fait oublier. Le chef de l'État a informé les Ivoiriens de Corée des excellentes relations et la grande amitié qui lie la Côte d'Ivoire à la Corée depuis 1961. Il a enfin demandé à la communauté ivoirienne de demeurer unie pour participer au développement de la Côte d'Ivoire. Un échange de présents a eu lieu. Le président a fait un don en espèces de 20 000 $ et le président des Ivoiriens de Corée a offert un cadeau au chef de l'État. Avec le corps diplomatique accrédité en Corée, le président Alassane Ouattara a expliqué les avancées notables enregistrées par la Côte d'Ivoire sur le plan économique et politique. Il a affirmé que la Côte d'Ivoire est maintenant en paix. Le chef de l'État a là encore évoqué l'épidémie à fièvre Ebola qui sévit dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. Il a salué la solidarité des pays africains et annoncé que la Côte d'Ivoire a apporté une contribution de 1 million de $, soit 500 millions de francs CFA, à la CEDEAO pour lutter contre cette maladie. Les diplomates africains ont traduit au président de la République leurs remerciements pour son engagement et ses efforts pour le rayonnement de l'Afrique, notamment à travers cette visite officielle en Corée. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est aux États-Unis d'Amérique où il prend part aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Les assemblées annuelles ouvertes ce vendredi rassemblent notamment des gouverneurs de banques centrales et des ministres responsables des finances et du développement. Ils débattent des questions telles les perspectives économiques mondiales, la lutte contre la pauvreté, l'emploi et la croissance. Le reportage de notre envoyé spécial Sylvie Touré dans nos prochaines éditions. Et à marge de ces assemblées annuelles, le Premier ministre a eu des rencontres. Il a échangé avec la vice-présidente de l'Agence multilatérale de garantie des investissements. Daniel Kablan-Duncan a sollicité l'appui de cette agence de la Banque mondiale pour des projets d'infrastructure, des ponts à construire et un projet ferroviaire. Notez que l'agence soutient déjà la Côte d'Ivoire dans la construction du pont Henri Konan Bédié. Le virus Ebola est au menu de ces assemblées annuelles FMI, Banque mondiale. Le sujet a été évoqué hier et c'était lors d'un petit déjeuner de haut niveau. À noter que le cap des 4000 morts dû à ce virus tueur Ebola vient d'être franchi. Selon le dernier bilan de l'OMS, la communauté internationale veut donc agir vite pour freiner l'avancée du virus. Elle annonce des actions concertées et coordonnées dans un délai de 2 mois, nous explique notre envoyé spécial Sylvie Touré. Washington, D.C., siège de la Banque mondiale. L'institution abrite ce vendredi ses assemblées annuelles, mais avant d'évaluer la santé de l'économie mondiale, les experts planchent sur Ebola. Une crise sanitaire aux conséquences économiques certaines, chiffrée à plus de 32 milliards de $, soit 16 000 milliards de francs CFA, si rien n'est fait pour stopper l'avancée du virus avant 2015. Jim Kim, patron de la Banque mondiale, Christine Lagarde du FMI et bien d'autres voix qui comptent dans le monde l'ont dit presque en chœur. Il faut faire vite. Les pays frappés par l'épidémie, eux, appellent à l'action car l'heure n'est plus au discours. Tout le monde reconnaît que si la mobilisation avait eu lieu plus tôt, on ne parlerait plus d'Ebola. Deuxièmement, il est important que ce ne soit pas seulement des annonces, mais que les choses soient très concrètes, c'est-à-dire que les choses arrivent tout de suite sur le terrain. Bon, c'est bien de faire des promesses, mais il faut qu'on passe des promesses à la réalité. Des promesses d'engagement, il y en a eu. Et la Côte d'Ivoire ne saurait rester en marge de cette mobilisation internationale, a dit le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à ce petit déjeuner de haut niveau sur Ebola. Il a indiqué donc au niveau de la Côte d'Ivoire ce que le président de la République a décidé donc de faire, notamment à savoir donc l'ouverture donc des couloirs humanitaires, l'ouverture des vols aériens donc à la mi-octobre, et aussi donc le maintien, donc l'ouverture en matière donc maritime et donc l'utilisation donc l'aéroport donc d'Abidjan et de Bouaké par notamment les États-Unis et les autres pays développés pour aider donc les pays de la sous-région. Des actions concertées et coordonnées sont à venir, car $1 dépensé aujourd'hui équivaudrait à $20 dans 2 mois. La communauté internationale se donne donc 60 jours
pour intensifier la lutte contre le tueur mystérieux. Intéressons-nous à présent à la Bourse régionale des valeurs mobilières. La société de distribution d'hydrocarbures Total Sénégal fait son entrée en bourse. La société a procédé au lancement officiel de la vente de ses actions. L'opération consiste en la cession de 290 000 actions au prix de 12 000 francs CFA chacune. Les souscriptions sont ouvertes à toute personne physique ou morale. Le reportage est signé Noël Niagno. La BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, enregistre sa deuxième société sénégalaise cotée en bourse. Il s'agit de Total Sénégal. 290 000 actions sont au marché. Cette offre publique de vente est ouverte à toute personne physique ou morale originaire d'un des 8 pays de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Le nombre minimal d'actions qu'un investisseur peut acheter est de 5. La période de souscription dure 1 mois à compter du 8 octobre. Une entrée en bourse charge 2 sens. Quand vous êtes en Europe, quand vous êtes aux États-Unis, on vous dit que les épargnants, pour leur retraite, pour l'éducation de leurs enfants, placent leurs économies en bourse, dans les valeurs, dans les actions des sociétés. Et pourquoi donc nous, en Afrique, nous n'aurions pas la même démarche qui consiste simplement à dire que notre épargne, si petite soit-elle, elle peut être certes placée dans de l'immobilier, mais elle peut être également placée dans des actions d'entreprise qui travaillent en Afrique, plus près de nous, dans un environnement que nous connaissons. Coût de l'action, 12 000 francs. Donc, avec un minimum de 60 000 francs CFA, vous êtes actionnaire de Total Sénégal. Pour les règles d'allocation des offres d'achat, le personnel de Total Sénégal est prioritaire. Puis viennent les personnes physiques résidant au Sénégal. Enfin, les investisseurs issus des autres pays de l'UEMOA. Pour l'achat des actions, une adresse. Les SGI, Sociétés de gestion et d'intermédiation financière, exerçant dans l'ensemble des pays de l'UEMOA. Désormais, les sociétés cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan sont au nombre de 38. Gestion du calendrier 2014 des conférences et missions, perspectives d'optimisation des allocations budgétaires. C'est sur ce sujet que réfléchit le ministère auprès du Premier ministre chargé du budget. Le ministère fait son bilan. Au titre de l'année 2014, l'État a alloué environ 4 milliards de francs CFA pour la gestion du calendrier des conférences et missions hors de la Côte d'Ivoire, notre pays. Au 30 septembre 2014, les ministères ont dépensé près de 3 milliards de francs CFA sur les 4 alloués aux conférences et missions hors de la Côte d'Ivoire, soit un taux d'absorption de 74%. Quant aux établissements publics nationaux, ils n'ont utilisé que 10% des 2 milliards de francs CFA qui leur sont affectés. L'exécution de ce budget fait l'objet d'évaluations dans le cadre d'un atelier bilan. Les objectifs du ministère en charge du budget sont la maîtrise des dépenses liées aux missions et l'amélioration des conditions de voyage des fonctionnaires et agents de l'État. Pour que cette allocation des crédits budgétaires soit faite de façon optimale, il faut faire la juste dépense pour atteindre des objectifs vraiment qu'on peut mesurer de temps à autre. Il n'est plus question de faire des missions justes pour aller en mission, et les missions doivent rapporter quelque chose à l'État. L'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation et la gestion du calendrier des conférences et missions se donnent 2 jours pour réviser les procédures d'exécution des dépenses pour conférences et missions. Les travaux déboucheront sur le cadrage budgétaire 2015. Et le reportage de Guy Rogenguessin était commenté pour vous par Adama Kone. Le centre des impôts de la ville de Niablé, dans le département d'Abangourou, est opérationnel depuis hier. Il a été inauguré par le directeur général des impôts. L'ouverture de ce centre démontre bien la mise en œuvre de la politique de proximité de la direction générale des impôts qui veut accroître la recette fiscale d'ici la fin de l'année, nous explique Doua de Lazer. Germain Kadier est propriétaire d'une maison à Niablé. Pour s'acquitter de ses frais d'impôt foncier, il parcourt 28 km, la distance de Niablé à Abengourou, chef-lieu de département qui abrite la direction régionale des impôts. Une épreuve difficile qui dure depuis des années. On va à Abengourou payer impôt là-bas. Maintenant, comme les gens d'impôt qui sont venus ici, là, on paye ici. Ça nous arrange. Les planteurs, ils n'ont pas de l'argent. S'ils font moins cher, tout le monde ils vont payer impôt. La ville de Niablé dispose désormais d'un centre des impôts flambant neuf, bâti sur 2000 m².
Une politique de proximité de la Direction générale des impôts qui veut se rapprocher des contribuables en vue d'agrandir son assiette fiscale et permettre à l'État de réaliser efficacement les grands projets de développement de la Côte d'Ivoire. Avec la décentralisation telle que nous l'avons poussée, c'est entre 3 et 5 milliards par mois que nous mobilisons par rapport à nos services décentralisés. Ça fait à peu près 60 à 70 milliards dans l'année par rapport à 10 milliards à l'époque. Donc cette politique de décentralisation a fait ses preuves et nous allons continuer. L'initiative est saluée par les autorités politiques de Niablé qui entendent sensibiliser les populations à participer au développement de leur localité en payant leurs impôts. Ce centre va nous permettre d'augmenter nos ressources et de permettre donc à la population d'aspirer à tout ce qu'elle attend comme développement au niveau du conseil municipal. Donc c'est une fierté pour nous. Tout le monde veut des universités, tout le monde veut des hôpitaux, mais si l'assiette des impôts n'est pas élargie, le développement ne sera pas au rendez-vous. Je suis heureux de voir que la population de Niablé est mobilisée pour venir payer ses impôts. La commune de Niablé a fait une recette fiscale de plus de 27 millions de francs CFA de janvier à octobre 2014. Un chiffre qui peut s'accroître d'ici fin d'année. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est aux Comores depuis hier à l'invitation de son homologue. Guillaume Soro a assisté à Moroni à la séance solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire du Parlement. Il a prononcé un discours devant les députés comoriens en marge de ses activités. Le président du Parlement ivoirien a été reçu par le président des Comores. Léon Brou est notre envoyé spécial. 9h15 à Moroni, capitale comorienne, soit 6h15 temps universel. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, rencontre le président de l'Union des Comores, Dr Ikililou Dvanine. Objectif, lui transmettre les civilités du peuple de Côte d'Ivoire et du président Alassane Ouattara, une visite de courtoisie de 25 minutes, mise à profit pour évoquer la coopération ivoiro-comorienne. Nous avons passé en revue la situation politique nationale de nos deux pays. Évidemment, j'ai profité pour transmettre donc au président les salutations de son homologue. Du reste, ils se sont rencontrés à New York, ils ont échangé et dans le droit fil de leur discussion, j'ai pu donner l'assurance à son Excellence que la Côte d'Ivoire était disponible pour avoir les meilleures relations avec les Comores en vue, n'est-ce pas, de consolider la coopération entre nos deux pays, aussi bien au niveau donc de l'enseignement supérieur, mais aussi dans l'échange, n'est-ce pas, donc des discussions sur nos différentes politiques en vue de permettre l'essor et le développement économique de nos pays. Renforcer les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et les Comores, l'idée des nouvelles autorités de l'Union est inspirée par les acquis de cette coopération vieille de l'ère Houphouët-Boigny, mais surtout par la relance du développement et de l'économie ivoirienne avec le président Alassane Ouattara. Au total, cet intérêt porté par les Comores à la Côte d'Ivoire, le chef du Parlement en a pris la mesure à sa descente d'avion pour répondre à l'invitation de son homologue comorien, et c'est à travers la mobilisation populaire, malgré l'heure tardive, 22h temps comorien, mais tous les chefs d'institutions, avec à leur tête le président de l'Assemblée de l'Union des Comores, Bourhan Hamidou, ont pu réserver un accueil des plus fraternels à Guillaume Soro et sa délégation. Nous sommes le 10 octobre. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la peine de mort. Selon Amnesty International, 778 personnes ont été exécutées dans le monde. En 2013, 22 États pratiquent la peine de mort. La Chine reste en tête des pays en termes d'exécution et pour cette 12e édition. Le thème retenu est protéger les malades et les handicapés mentaux au lieu de les tuer. Konaté Moussa, Laetitia Manglé. La peine de mort ou la peine capitale consiste à exécuter une personne reconnue coupable d'une faute qualifiée de crime capital. En clair, la peine de mort prive une personne de sa vie. Elle est prévue par la loi, la sentence est prononcée par l'institution judiciaire au terme d'un procès. La peine de mort s'effectue par injection létale, chaises électriques, chambre à gaz ou pendaison. Selon Amnesty International, 23 392 personnes étaient sous le coup d'une sentence capitale en 2013 et 778 exécutions ont eu lieu. La pratique existe encore dans 22 pays du monde.
En Côte d'Ivoire, la peine de mort est abolie depuis 2000. Jugée donc comme un acte odieux, plusieurs organisations se dressent contre ce fait. Une forte mobilisation qui a contribué à l'instauration d'une journée mondiale contre la peine de mort en 2003. Une journée célébrée le 10 octobre de chaque année. Cette année 2014, la célébration est à sa 12e édition avec pour thème « Protéger les malades et handicapés mentaux au lieu de les tuer ». Car à la réalité, ces personnes fragilisées n'échappent pas à la pratique. Et une autre journée, c'est la journée internationale de la fille. Elle sera célébrée demain, 11 septembre. La Côte d'Ivoire va marquer l'événement. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant s'est prononcée sur cette journée. Anne-Désirée Oloto invite tout le monde, notamment les parents, à s'impliquer dans la lutte contre les violences faites aux filles. Le reportage d'Herman Yamier. La jeune fille, à travers le monde, est confrontée à toutes sortes de violences et de pratiques néfastes. Elle subit les mutilations génitales, le mariage précoce et ou forcé, et elle est aussi confrontée à de multiples exploitations, y compris le trafic à des fins de prostitution. Pour la célébration de la 3e édition de la Journée internationale de la fille, le gouvernement ivoirien demande l'implication des parents dans la lutte contre les violences faites aux filles. La Côte d'Ivoire s'est résolument engagée à lutter contre les violences basées sur le genre, en particulier celles faites aux filles. C'est dans cette perspective que des initiatives ont été prises en vue de la promotion et de la protection des droits fondamentaux des enfants, spécifiquement ceux des filles. Cette activité a permis aux leaders communautaires et aux guides religieux de rédiger une déclaration solennelle d'engagement. Les violences basées sur le genre, qu'elles soient commises en situation de paix, de guerre, de catastrophe naturelle ou de post-conflit, interpellent de par leur gravité l'ensemble des États et la lutte contre ce fléau constitue une préoccupation majeure de la communauté internationale. C'est pourquoi le thème de cette 3e édition de la Journée internationale de la fille est « Autonomiser les adolescentes, mettre fin au cycle de violence ». Fermé récemment à cause de la fin du protocole d'accord entre l'État de Côte d'Ivoire et les populations d'Akouédo, la décharge d'Akouédo est de nouveau opérationnelle et ce dénouement est effectif grâce aux efforts et à la médiation du préfet de la ville d'Abidjan et du gouvernement du district autonome d'Abidjan. Serge Koléa pour le témoignage. En attendant l'ouverture de la prochaine décharge, comme annoncé par le gouvernement, la décharge d'Akouédo Village continuera de recevoir les ordures ménagères du district d'Abidjan. C'est ce qui ressort de la rencontre entre les populations d'Akouédo, le préfet d'Abidjan et le gouverneur du district d'Abidjan. Comme vous le constatez, c'est un vaste cimetière de déchets derrière nous. Heureusement pour nous, monsieur le gouverneur a approché le village d'Akouédo. En tant que fils du terroir, cadre et brillé, il a promis au village d'Akouédo de s'investir lui-même personnellement afin que des solutions idoines soient trouvées aux problèmes environnementaux, aux problèmes sanitaires et aux problèmes psychosociaux. Nous nous réjouissons de ce dénouement heureux. Je voudrais remercier tous les villages d'Akouédo, remercier les femmes, les hommes et surtout les jeunes qui ont eu foi au gouverneur Robert Begremambe du district d'Abidjan. Venu constater la reprise des activités sur le site, le directeur de la Nature, l'Agence nationale de la salubrité urbaine, a réitéré la volonté des autorités ivoiriennes à honorer leurs engagements. Comment répondre aux besoins nés de l'expansion démographique et socio-économique de la ville d'Abidjan et des autres villes de la Côte d'Ivoire? L'Agence japonaise de coopération internationale vient de mener une étude sur l'actualisation du schéma directeur et du plan d'urbanisation d'Abidjan. Les résultats ont été publiés. Le projet vise à planifier, à penser la ville d'Abidjan dans les années à venir. Sidonie Davila pour le reportage. Une ville se planifie et l'outil premier à partir duquel on fixe les grandes orientations, c'est le schéma directeur. De ce schéma découlent d'autres études telles les plans de détail ou plans d'urbanisme. Avec l'actualisation du schéma directeur et du plan d'urbanisme qui sont en cours, la ville d'Abidjan connaîtra une nouvelle allure dans les années à venir. Pour Mamadou Sanogo, ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, un pays émergent se pense et se planifie avec une vision. C'est vraiment indispensable. Si un pays se veut d'être émergent,
il se doit de réaliser des études de schéma directeur et de plan d'urbanisme directeur. Ce sont des documents de planification urbaine. Pour réaliser votre maison, vous faites un plan. Donc, pour réaliser une ville, il faut un plan. Et si le plan est bien pensé, en général, les questions de mobilité, la qualité de vie en dépendent. Vous allez prévoir des espaces verts, vous allez prévoir des espaces de récréation, vous allez faire en sorte que la zone industrielle ne soit pas dans une position qui puisse polluer. Pour harmoniser le rapport de l'étude menée et financée par l'Agence japonaise de coopération internationale, les acteurs d'aménagement et de développement urbain des ministères ainsi que certains élus ont été associés aux réflexions sur la réalisation du projet du Grand Abidjan. C'est d'accompagner les politiques justement dans cette réflexion. Il va falloir maintenant mieux maîtriser effectivement l'évolution des quartiers et puis avoir donc des axes structurants qui puissent permettre donc de désengorger la ville d'Abidjan. Notre apport au sein de ce groupe, ça sera d'être des personnes ressources qui pourront éclairer l'avancement des travaux. La phase pilote commence certes par la ville d'Abidjan, mais le projet est prévu s'étendre à toutes les autres villes de la Côte d'Ivoire. Depuis le 15 septembre dernier, les agents du ministère du Tourisme sont en grève pour primes impayées. Le directeur de cabinet du ministre du Tourisme vient de tenir une conférence de presse. Il invite les grévistes à reprendre le travail en privilégiant les négociations. Le reportage d'Herman Niamien. Il y a aujourd'hui 25 jours, environ un mois, que certains agents du ministère du Tourisme sont en grève. Selon le directeur des cabinets du ministre du Tourisme, les grévistes exigent une prime de travail. Il y a certains départements ministériels autour de nous qui bénéficient des primes. Eux aussi voudraient bénéficier des primes. Mais cette prime-là, il faudrait que cette prime-là, comme nous l'a recommandé certains départements ministériels, soit assise sur nos ressources propres. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte tel que plus vous travaillez, plus vous devez avoir. Mais il ne s'agit pas seulement de ça. Mais il faut montrer qu'on est vraiment compétent. Dr Afin Kouassi jamais demande aux grévistes de revenir à la table de dialogue. Il rassure que les démarches pour aboutir à l'instauration définitive de cette prime sont avancées. Tout ce qui devait être fait dans le cadre de l'institution de la prime a été fait. Les textes qui devaient être pris ont été pris. Même il y a un autre texte qui a été pris pour créer un cadre de concertation pour qu'on puisse discuter et éviter ce genre de conflit. Ce n'est pas un conflit, mais ce genre de malentendu. Et on leur souhaite vivement de reprendre le travail dès le lundi prochain, lundi 13. Cette grève qui dure depuis le 15 septembre paralyse tous les services du ministère avec une lourde perte journalière au niveau des services du guichet unique estimé à 5 millions de francs CFA selon certaines sources. Partis à la Mecque depuis un mois, les premiers pèlerins ivoiriens sont de retour. Ils sont arrivés ce vendredi matin. Les pèlerins ont été accueillis à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par des parents, amis et connaissances. Hier, pour la première fois depuis son arrivée le 15 septembre, la mission de l'ONU en Centrafrique a été visée par une attaque. Un officier pakistanais a été tué lors d'une embuscade contre un convoi dans la soirée près de Bangui. 9 autres casques bleus ont été blessés. Cette attaque a eu lieu au terme d'une nouvelle journée de violence et sur fond d'un début de crise politique. À nouveau, des Banguissois qui fuient leur quartier. À nouveau, des habitations qui partent en fumée. Des barricades sur les artères principales de la capitale centrafricaine. À nouveau, des rassemblements de personnes paniquées par les tirs. Depuis mardi, la capitale centrafricaine est sous tension. Un casque bleu pakistanais a été tué jeudi dans une embuscade contre son convoi. Vulnérable, la toute nouvelle mission des Nations Unies ne rassure plus. On nous a fait comprendre, on nous a fait croire que le casque bleu serait la solution, mais on est en train de voir aujourd'hui, les gens sont venus armés, ils ont tiré devant les casques bleus, il n'y a pas eu d'interpellation, il n'y a rien eu, et ils ont brûlé les magasins. Donc franchement, j'ai très peu d'espoir en fait. Je veux la paix, je veux le désarmement forcé. Mais qui va désarmer? C'est ça aussi la question. Qui va désarmer ces gens-là? Les forces internationales, MINUSCA et Sangaris, sont déployées en nombre ce vendredi pour tenter de ramener le calme à Bangui. Depuis mardi, au moins 9 personnes ont été tuées. Point de départ de ces nouvelles violences, la mort d'un motard musulman. Le pouvoir accuse les anti-Balaka. Cette milice chrétienne demande ce vendredi à tout ministre se réclamant d'elle de quitter le gouvernement pour forcer Catherine Samba Panza
a démissionné. La présidente de la transition est de plus en plus critiquée. Parfois, dans son propre camp, il se dit que l'accord de cessation des hostilités signé à Brazzaville en juillet tarde à entrer en application. Le prix Nobel de la paix a été attribué à l'Indien Satyarthi et à la Pakistanaise de 17 ans, Malala, pour sa campagne en faveur de la scolarisation des jeunes filles dans son pays. La cause des enfants récompensée par le comité norvégien. Le prix Nobel de la paix a été conjointement attribué vendredi à la jeune Pakistanaise Malala Yousafzai et à l'Indien Kailash Satyarthi. Bête noire des talibans, Malala incarne le droit des filles à l'éducation à travers le monde. À 17 ans, elle devient la plus jeune lauréate de l'histoire du Nobel, 2 ans après avoir été victime dans son pays d'une tentative d'assassinat. Moins connu du grand public, Kailash Satyarthi, âgé de 60 ans, défend les enfants et les femmes réduits en esclavage dans les usines indiennes. Un Nobel qui prend un relief particulier après l'enlèvement en avril dernier au Nigeria de 276 lycéennes par le mouvement islamiste Boko Haram. Voilà, et c'est ici que l'on s'arrête. Merci à la réalisation pilotée par Edouard Kofi Sakra, à toute l'équipe technique, à la chef des éditions Justine Seyguike et à vous tous de nous suivre à travers le monde. Demain 20h, retrouvez Ali Diarasouba.